J'ai eu peur au moment où j'ai attaché la ceinture dans l'avion. C'est à ce moment-là que j'ai senti que j'avais tout vendu, que j'avais quitté mon travail, que j'avais laissé toute ma famille derrière et que j'ai dit « Est-ce que j'ai pas fait une bêtise ?» Et puis en arrivant ici, tout s'est effacé. Donc non, j'ai pas fait de bêtises. Je me sens bien ici. Nous nous enfonçons dans la campagne russe. C'est à droite apparemment. Moscou est à plus d'1h30 de route. Là, on est en pleine campagne, au milieu de la forêt. Et on a rendez-vous avec Loïc, un Français originaire de Toulouse, qui a tout quitté pour venir s'installer en Russie. L'adresse du rendez-vous ne nous a été communiquée qu'au dernier moment. On arrive à une barrière. L'homme qui nous attend se méfie des médias français. Ça semble... C'est ici? Loïc? Ah, ça s'ouvre. Bonjour. Oui. On est au bon endroit. Oui. Vous n'avez pas choisi l'endroit le plus animé. Justement, c'est calme, c'est ça qui est bon. On va vous suivre. Pas de problème. Loïc fait partie de ces Occidentaux qui ont choisi de rejoindre la Russie, malgré la guerre et les sanctions économiques. Allez, je vous en prie, garez-vous ici. Là, on est arrivé chez vous? Oui. C'est ici. Exactement. C'est pas simple de vous trouver. Non, un peu compliqué le chemin. Et il y a des voisins ici? Très peu. Ici, c'est pas habité. Derrière, la maison n'est pas habitée non plus. On a de la forêt là, de la forêt au fond. Et qu'est-ce que vous fuyez pour venir jusqu'ici, au milieu de nulle part? Rien, juste la tranquillité. J'aime la tranquillité, donc je suis bien ici. Non, c'est bien sécurisé, il y a les caméras là, j'ai les caméras au portail de l'autre côté du lotissement là-bas. Vous avez peur de quoi ici? Il n'y a personne? Ben ouais, mais j'ai pas... C'est pas que j'ai peur, c'est juste... C'est bien d'avoir des caméras. Faut savoir quand il y a des gens qui s'arrêtent devant, quand je suis derrière. Suivez-moi, on va rentrer. Jusqu'à son arrivée ici il y a 6 mois, Loïc était chef d'atelier dans un garage automobile à Toulouse. J'ai acheté quelques meubles. Mais après, il faut savoir qu'ici, en Russie, la plupart des appartements, quand on les loue, quand on les achète, ils sont entièrement meublés. Le propriétaire a accepté de louer à un Français? Exactement. D'ailleurs, il était content de le louer à un étranger. Pourquoi, je ne sais pas. Il a accepté de suite. Il faut savoir que le jour où je suis venu visiter, il m'a donné les clés de suite. À 31 ans, célibataire et sans enfant, il décide de tout plaquer, vend sa maison et quitte son emploi en CDI lorsqu'il entend parler d'un nouveau type de visa mis en place par la Russie pour certains étrangers. Разрешение на временное проживание. J'ai le titre de séjour idéologique. C'est le sésame. Exactement. Il est là. Alors, il y a ma date de naissance, j'ai le titre de séjour jusqu'au 03-12-2027. Un visa idéologique que les autorités accordent aux citoyens des pays considérés comme non amicaux par Moscou, principalement européens et américains, et qui déclarent adhérer aux valeurs spirituelles et morales de la Russie. Ça correspond à quoi pour vous, ce mot idéologique? Ils veulent garder leurs traditions. En fait, le peuple veut garder ses traditions. Et c'est ce que je trouve bien ici, dans ce pays. Est-ce que vous avez dû prouver que vous adhériez aux valeurs traditionnelles et morales de la Russie? Ils nous posent certaines questions. Bien sûr, il faut savoir répondre. La France ne me convient plus, ça fait déjà quelques années. En fait, ils sont en train d'installer vraiment l'islam, je pense. En France, un islam... L'islam se démocratise alors que la France est chrétienne à la base. Et je ne comprends pas en fait cela. Le chrétien n'est pas bien en France. Ici, oui. Ici, il est bien accueilli. Et pourtant, ici, il y a des mosquées aussi. En fait, ici, c'est multiculturel. C'est avec ces arguments, inspirés de la thèse du grand remplacement portée par l'extrême droite française, que Loïc a convaincu les autorités russes de l'accepter sur leur sol.
Là, vous avez dans vos mains votre passeport français. Oui. En choisissant la Russie, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être quelque part un peu un traître à votre nation? Pas du tout. Pas du tout. Parce que je ne comprends pas en fait ce que la France fait là-dedans. Pour moi, la France n'a rien à faire dans cette opération militaire, parce qu'à la base, il faut quand même savoir que c'est une opération militaire. Donc, vous reprenez le vocabulaire de Vladimir Poutine. C'est une guerre. C'est une guerre. Mais à la base, ça restait une opération militaire. Donc au bout d'un moment, M. Vladimir Poutine, pour moi, a été très gentil. Et il reste encore très gentil, comparé à ce qui se passe. Il envahit un pays souverain. Il n'a pas envahi, attention. Il n'a pas envahi. Au début, il voulait juste récupérer les territoires qui étaient russophones, parce que les territoires qui étaient russophones se faisaient martyriser par les Ukrainiens. Un discours calqué sur la rhétorique du Kremlin. Si ça veut bien charger. Donc depuis 2 ans, j'ai quand même vu beaucoup de choses dans ce pays. Ce pays, verrouillé de l'intérieur et difficilement accessible depuis le début de la guerre, il l'a d'abord découvert à travers des vidéos postées par des blogueurs français installés en Russie. Il n'y a pas de racaille. Moi, aujourd'hui, si je me balade à 3-4 heures du matin, je sais qu'il n'y aura aucun souci. Pareil pour ma femme, même si elle est en robe ou autre. C'est vraiment des choses qui n'existent pas et c'est vraiment très plaisant de se sentir dans un pays où on est vraiment en sécurité. J'ai passé des journées et des nuits entières à regarder des Français qui habitaient ici. Plusieurs youtubeurs en fait, qui faisaient des vidéos sur place et qui nous montraient les bons côtés et aussi les mauvais côtés de la Russie. En fait. Ils nous montrent tout, ils nous montrent un panel de choses en fait, qui nous permettent à peu près de savoir où se placer. En réalité, des vidéos le plus souvent à sens unique. Première journée incroyable dans la forêt, dans lesquelles des blogueurs occidentaux vantent les avantages de leur nouvelle vie en Russie. Regardez ce que c'est lumineux. Il n'y a personne parce qu'en Russie, il n'y a pas de chômage, tout le monde travaille. Voyage aux 4 coins du pays. C'est content d'être arrivé là? Immersion dans les traditions russes. S'il y a une chose que vous devez voir en Russie, ce sont ces églises anciennes. Et comparaison systématique avec leur pays d'origine, dont ils rejettent en bloc le mode de vie. Moscou est beaucoup plus confortable à vivre que la France. Donc c'est les affiches. Vous voyez, une famille, un homme et une femme, parce qu'en Russie, la famille, c'est un homme et une femme, hein, c'est un pays normal. Des influenceurs très russophiles, nettement moins diserts sur les conséquences de 3 années de guerre. Pas un mot sur l'inflation galopante, le contrôle de la presse et des opposants, ou encore les dizaines de milliers de soldats russes déjà morts en Ukraine. Et puisque la Russie incarne à leurs yeux le nouvel Eldorado, certains font carrément la promotion du nouveau visa idéologique créé par Moscou. Le visa idéologique. Le président Poutine propose un nouveau type de visa destiné aux étrangers. Vous pouvez rejoindre une formation que j'ai créée pour procéder à votre visa idéologique, pour savoir comment est-ce que vous venez en Russie. Simple blogueur passionné de culture russe ou agent en service commandé par Moscou, quelle place occupent réellement ces ambassadeurs 2.0 dans l'opération séduction de Vladimir Poutine? Pour le savoir, nous avons demandé à rencontrer l'une des influenceuses les plus populaires, Alexandra Jost. Une blogueuse à la double citoyenneté, américaine et russe, qui cumule plus de 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux. J'ai si hâte que la fête commence et de ressentir pleinement l'esprit de Mardi Gras. Allons-y! Elle nous a donné rendez-vous dans un parc à thème, à 2 heures de Moscou, où elle vient justement enregistrer une vidéo, à l'occasion de la fête de Mardi Gras. Aux États-Unis, on a Burning Man. En Russie, on a Mardi Gras. Je tenais à être ici aujourd'hui pour enregistrer une vidéo sur Mardi Gras parce que je pense que c'est très important pour les gens de découvrir les traditions russes. En Occident, on ne sait rien de tout ça. Donc c'est vraiment cool de leur faire découvrir et je suis sûre que mes abonnés seront bluffés de voir ça. Première surprise, elle n'est pas la seule blogueuse étrangère venue assister à l'événement. À ses côtés, des blogueuses allemandes et néerlandaises,
ainsi qu'un youtubeur français très actif, Alexandre Stefanesco, dit le Frussien, qui encourage inlassablement les Français à rejoindre la Russie depuis le début de la guerre. La Russie n'est pas coupée du monde, contrairement à ce que vous raconte. On va faire des voyages de découverte, des voyages immersifs, des voyages de rencontres, des voyages où on vous montrera les réalités de la Russie d'aujourd'hui. Voyages organisés et expatriation clé en main vers la Russie. Mais il refuse de répondre à nos questions sur ses activités. Allez-y, serrez-vous, ne soyez pas gênés. S'ils sont tous réunis sur la photo aujourd'hui, c'est grâce à cette femme derrière l'objectif, Maria Butina, députée russe, fidèle de Vladimir Poutine et spécialement chargée de promouvoir le visa idéologique au-delà des frontières de la Russie. La plupart des visites se déroulent ici. Il y a 45 pavillons en tout. C'est elle qui a invité ces blogueurs du monde entier à filmer cette fête chrétienne, redevenue populaire dans la Russie très orthodoxe de Vladimir Poutine. Durant toute la journée, elle va suivre leur déambulation dans ce décor folklorique. Pour qu'ils envoient à leurs abonnés la carte postale qu'elle a choisi de promouvoir. Vous ne voulez pas entrer? Au programme, plongé dans le passé de la Grande Russie. Vous avez le général Souvorov, le commandant Chapayev et Galina Vishnevskaya, notre célèbre chanteuse d'opéra. Rencontre avec des habitants qui affichent volontiers leur attachement aux traditions. Le tableau fantasmé d'une Russie éternelle et prospère. Comme si la guerre qu'elle mène en Ukraine n'avait aucune incidence sur le cours de la vie ici. Elle fait pourtant rage à seulement 500 km de là, de l'autre côté de la frontière. Mais les blogueurs n'en diront pas un mot dans leurs vidéos. Bon les gars, cette fête de Mardi Gras était incroyable. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de découvrir les spécialités russes comme les blinis. Laissez des commentaires et abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt. Opération réussie pour Maria Butina. Mais elle dément toute manipulation de ces Occidentaux. Quel peut être l'effet de ces vidéos sur le public étranger selon vous? C'est simplement la vraie vie. Voilà ce qu'ils montrent. Vous voyez bien leur enthousiasme. C'est parce qu'ils font ça pour eux-mêmes, pour leur blog. Ils n'ont reçu aucune consigne à l'avance. Est-ce qu'il y a une volonté de faire passer un message, de donner l'image d'une Russie attachée à ses traditions? Et on s'y prendrait comme ça, avec de jeunes blogueurs qui font des vidéos TikTok ou YouTube, avec moi qui les aide simplement à découvrir la Russie? N'essayez pas de trouver un double sens là où il n'y en a pas. Si c'est à elle que Vladimir Poutine a confié cette tâche, c'est parce que Maria Butina a déjà prouvé ses talents dans une autre mission d'influence. L'espionne russe Maria Butina, prise au piège de sa toile, mêlant sexe et mensonges. À des milliers de kilomètres de la Russie. Une citoyenne russe a été arrêtée. Elle est accusée d'être une agente étrangère qui tentait d'infiltrer une organisation aux États-Unis. À l'été 2018, alors qu'elle vit aux États-Unis depuis plusieurs années, elle est arrêtée et emprisonnée, accusée d'être une espionne pour le compte des services secrets russes. Son plan était calculé et coordonné par un politicien russe. Butina aurait même proposé des faveurs sexuelles en échange d'une place au sein d'un puissant lobby américain. Elle s'est appuyée sur sa passion des armes à feu pour infiltrer les milieux conservateurs. Butina s'est aussi rapprochée de Donald Trump. Elle a profité d'un meeting à Las Vegas pendant sa campagne en juillet 2015 pour lui poser une question en précisant qu'elle venait de Russie. Si vous étiez président, quelle serait votre politique étrangère et vos relations avec mon pays? Je crois que je m'entendrai très bien avec Poutine. Elle passera 14 mois dans une prison américaine. C'est un scandale. On ne comprend pas ce qui lui est reproché. Quel crime a-t-elle commis? Avant d'être libérée et renvoyée en Russie, où elle est accueillie en héros. Promue candidate aux législatives, elle siège aujourd'hui à la Douma, l'Assemblée nationale russe.
C'est comme ça que je suis devenue une personnalité publique. J'étais vraiment une étudiante. Les gens peuvent penser le contraire, mais je n'étais pas une espionne. Mais grâce à cette histoire, je me suis fait connaître en Occident et depuis, les gens qui veulent émigrer vers la Russie me contactent. Et je réponds toujours. En septembre 2024, elle est choisie par Vladimir Poutine pour mener une nouvelle opération d'influence dirigée vers l'Occident. On aurait aimé réaliser cette interview au Parlement, mais j'ai cru comprendre que ce n'était pas possible. C'est très compliqué, particulièrement quand il s'agit d'étrangers et surtout de journalistes étrangers. D'où vient l'idée d'accorder des visas idéologiques ? L'idée est venue de l'étranger. Beaucoup de gens en provenance de pays occidentaux sont arrivés récemment et le président Vladimir Poutine a voulu leur permettre de rester. Alors il a créé ce visa spécial qui stipule que vous n'avez pas besoin de parler russe, vous n'avez pas besoin d'entrer dans un quota. On ne demande évidemment pas aux candidats de signer un papier déclarant qu'ils soutiennent l'opération militaire spéciale. Rien de tout ça. Si vous partagez les valeurs de la Russie, si vous êtes pro-famille, si vous êtes attaché aux valeurs traditionnelles, alors vous serez les bienvenus. En ouvrant les vannes de l'immigration aux citoyens occidentaux, Vladimir Poutine poursuit en réalité un objectif bien précis. Vladimir Vladimirovich Poutine. Gagner la guerre idéologique qu'il a déclarée à l'Occident, en même temps qu'il a lancé ses troupes vers l'Ukraine. Son obsession, le poison du wokisme, qui menacerait de se répandre en Russie. Est-ce que nous voulons que dans nos écoles, dès la maternelle, la perversité soit enseignée et transmise aux enfants ? Qu'on s'abaisse au point de leur inculquer qu'en plus de la femme et de l'homme, il existe d'autres genres ? Voire même qu'on leur propose des opérations pour changer de sexe ? Tout ceci est inacceptable pour nous. La dictature des élites occidentales est dirigée contre tous les peuples, y compris contre leur propre peuple. En accueillant ces étrangers en rupture avec leur pays d'origine, il s'érige en défenseur des traditions et des cultes contre l'Occident. Pourquoi est-ce dans l'intérêt de la Russie d'avoir des citoyens des États non amicaux, puisque c'est comme ça que vous les appelez, qui viennent vivre ici ? On peut dire qu'on a des relations inamicales avec des États, bien sûr, mais pas avec des nations. Beaucoup se demandent, pourquoi est-ce que la Russie fait ça ? Certains ont même diffusé des rumeurs disant qu'on recruterait des soldats pour l'opération militaire spéciale, mais pas du tout. Nous n'avons pas besoin de nouvelles recrues sur la ligne de front, nous en avons assez. Je pense que le moment est venu pour nous de protéger l'héritage de l'histoire. Ce sont des gens qui recherchent l'asile spirituel et la Russie leur offre. Thank you so much. Thank you. See, I made it. Combien sont-ils, ces réfugiés d'un nouveau genre, venus chercher l'asile spirituel en Russie? Quelques centaines seulement selon les autorités, qui redoublent d'efforts pour faire grossir leurs rangs. Parmi eux, le contingent français serait le plus important, suivi des Allemands, des Australiens et des Américains. Un exil volontaire vers un pays coupé du monde occidental, qui tourne parfois au parcours du combattant pour ces étrangers. Pour s'en rendre compte, nous avons pris rendez-vous avec une famille originaire du Canada, qui a dû faire du chemin avant de poser ses valises. D'abord, plus de 7000 km pour rejoindre Moscou. Ensuite, 4 heures de train plus à l'est, à travers les plaines et les villages. Et encore 1h30 de voiture, sur des routes toujours bordées de panneaux officiels, enjoignant les hommes à s'engager sous les drapeaux. Et nous y voilà enfin. Bersenica, petit hameau de quelques maisons traditionnelles en bois. C'est ça là. Là où il y a le drapeau ? Ouais. C'est pas le drapeau canadien qui flotte là, c'est le drapeau russe.
Bonjour, comment ça va? Bien, vous venez nous rejoindre là-haut? C'est la condition pour que j'accepte l'interview. Il y en a du travail. Je suis un optimiste. Je préfère voir le verre à moitié plein. Beaucoup a été fait déjà. Chez les Fenstra, on est agriculteur de père en fils, depuis des générations. Mais avant Arendt, 41 ans, sympa ta manière de descendre. Aucun n'avait eu l'idée de venir travailler la terre ici. Привет. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir, bonjour. Comment s'appelle-tu? C'est comme ça qu'on dit en français? C'est vous qui avez planté ce drapeau russe? Oui, c'est notre terrain. Personne d'autre que nous n'allait mettre de drapeau, alors on l'a fait. Et il n'y avait rien ici avant qu'on arrive. Tout ce que vous voyez ici a été construit par nous. Arendt et sa femme Anissa ont 9 enfants. Comment ça va? On passe à table? C'est presque prêt. Dont 8 qui les ont suivis, âgés de 2 à 16 ans. Une famille nombreuse, où les rôles sont bien définis. C'est à l'ancienne ici. Les hommes bricolent et les femmes cuisinent? Oui, comme au bon vieux temps. J'ai toujours voulu travailler à la maison, et elle a toujours voulu être femme au foyer, donc comme on a les moyens, eh bien, elle reste à la maison. Ils sont arrivés du Canada en janvier 2024, après avoir vendu leur ferme dans l'Ontario. Un aller sans retour, pour cette famille très pieuse. Résolue à trouver la paix intérieure dans un pays en guerre. Le gouvernement canadien prend beaucoup de décisions qui vont à l'encontre des traditions chrétiennes. Des décisions LGBT, par exemple. Et il pousse ces décisions dans les écoles pour promouvoir l'homosexualité ou les questions transgenres. C'est pour ça qu'on fait l'école à la maison depuis des années. Vous voulez dire que vous rejetez l'homosexualité ? Oui, nous rejetons l'homosexualité, même si je crois que les gens sont libres de pratiquer leur sexualité comme ils l'entendent. Mais en tant que chrétien, je suis en désaccord avec eux, comme la Bible d'ailleurs. Ici, ils se dirigent tous dans la même direction, une direction que j'apprécie. Peut-être parce qu'il n'y a pas la même liberté de parole ici. Non, je ne pense pas. Il y a aussi des oppositions ici. Il y a des différences d'opinion, des gens qui partagent différentes pensées. Mais il y a comme un consensus général quand vous parlez avec les gens, dans les communautés, dans les villages. Il y a un consensus général. Persuadés que leur famille vivrait plus heureuse dans la Russie conservatrice de Poutine, les Fenstra ont fait leurs valises avant même la création du visa idéologique qu'ils ont obtenu depuis. Ce permis de séjour leur offre une couverture sociale, ainsi que la scolarisation gratuite de leurs enfants. Venez, c'est l'heure du cours de russe. Mais il est impossible pour eux d'aller à l'école du village, tant qu'ils ne maîtrisent pas la langue de leur pays d'adoption. Ok, on va s'entraîner. Comment est-ce qu'on demande un café en russe? Alors ici aussi, la classe se fait à la maison. Et c'est l'aînée, Coraline, qui s'improvise professeur de russe. J'essaye de leur apprendre un peu de ce que je connais déjà. De ce que j'apprends moi-même dans les livres, mais on a aussi un professeur de russe en ligne. Alright, you guys are all done. You can go now. Good job on your schoolwork. Very good. You can take them with you. L'apprentissage de la langue est pourtant loin d'être le seul obstacle à leur intégration dans ce pays verrouillé, très méfiant à l'égard des étrangers. Dès leur arrivée, les autorités russes ont bloqué durant plusieurs jours le compte bancaire sur lequel ils avaient transféré toutes leurs économies, suspectant une fraude liée au blanchiment d'argent.
Et rien de ce qui est ici ne leur appartient vraiment, contrairement à ce qu'affirme Arendt. Ni leur ferme, ni les 113 hectares de terre qu'ils ont pourtant achetés. La loi empêche les étrangers d'acquérir des terres agricoles. Alors ils ont dû faire affaire avec un investisseur russe, seul réel propriétaire de l'exploitation. Les travaux ont pris de retard. Plus d'1 an après leur déménagement, les Feenstra ne génèrent encore aucun revenu ici et vivent grâce à la vente de leur maison au Canada. Pour tromper l'ennui d'une vie isolée, sans attache dans ce pays qu'ils ne connaissent pas, ils racontent eux aussi leur quotidien dans des vidéos postées sur Internet. Ah oui, ça c'est quand les enfants préparaient des cookies. Chacun avait sa recette à suivre. Faut pas tarder à la poster cette vidéo. Je vais essayer ça. C'est un loisir, mais ça nous servira aussi lorsqu'on fera de la vente directe depuis la ferme. Pour l'instant, on raconte principalement nos découvertes en Russie. Mais quand nous commencerons notre activité et qu'on aura des vaches, des cochons et des poulets, on montrera comment on les élève. Donc ça nous permettra de nous faire connaître de nos futurs consommateurs. En parallèle des combats en Ukraine, il y a aussi une guerre idéologique entre la Russie et l'Occident. En montrant ainsi votre mode de vie ici, est-ce que vous n'avez pas le sentiment de participer à cette guerre idéologique pour le compte de la Russie? Non, je ne le vois pas comme ça. On peut considérer qu'on participe à cela, mais c'est par accident. On reste vraiment hors de la vie politique. Les gens qui en savent plus sur tout ça peuvent s'occuper de politique. Nous nous concentrons sur notre vie. Comment on en revient à parler de politique? Je vous avais dit que je ne voulais pas qu'on aborde ce sujet. Bien sûr, mais vous auriez pu choisir de vous installer dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple. Mais vous avez choisi la Russie, qui est dans une situation particulière. Et donc je vous demande si vous vous intéressez à ce qui se passe autour de vous. Il y a toujours des combats et les destructions continuent. Ça me fait mal quand des gens meurent. Ça ne devrait pas avoir lieu. Ce serait bien s'il n'y avait pas de guerre. Le gouvernement russe essaie de promouvoir la paix, comme le gouvernement américain d'ailleurs. En fait, je crois que c'est les Français qui essaient de poursuivre la guerre. Vraiment? Oui, actuellement, le gouvernement français ne veut pas de paix en Ukraine. La France veut une paix qui soit juste pour l'Ukraine. Laissez l'Ukraine décider, pas la France ou l'Angleterre. Les Feenstra parviendront-ils à s'implanter durablement sur cette terre qu'ils ont choisie? À cultiver leur jardin, comme si de rien n'était. Parmi les transfuges venus de l'Ouest, ces agriculteurs font en tout cas figure d'exception. Moscou cible en priorité des profils plus qualifiés, en particulier les travailleurs de la tech. Pour les attirer et les guider dans leur installation, Maria Butina, la patronne du programme des visas idéologiques, a créé une plateforme dédiée. Sur laquelle elle aiguille les candidats au départ. Не всегда информация, которую вы находите в интернете, достоверна. Поэтому мы решили собрать для вас всю информацию, привлечь наших волонтеров, которые сами прошли опыт переезда в Россию, путешествий в Россию или жизни в России. Elle y fait l'éloge d'une ville inconnue, présentée comme la terre d'accueil idéale pour ces immigrants à haute valeur ajoutée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous faire visiter Dobrograd. Dobrograd, c'est une nouvelle ville russe. Elle est unique et ne ressemble à aucune autre ville. Une ville privée, au pays de Lénine, où les Occidentaux pourront enfin se sentir chez eux. Grâce à des infrastructures haut de gamme, scènes de spectacles flottantes, golf et activités nautiques. La promesse d'une vie paisible, à 2h30 de Moscou. Elle a été fondée grâce à un investisseur privé, Vladimir Sedov. Vladimir Sedov, richissime homme d'affaires et proche de Vladimir Poutine, venu en personne inaugurer ce complexe immobilier en 2016. Alors à quoi ressemble cette ville du futur? L'Eldorado des Occidentaux fortunés. Donc là, on arrive
Dobrograd. C'est assez impressionnant, toute la ville est encerclée de barrières. Et là, quand on arrive, voilà, Dobrograd, il y a comme un checkpoint là. Et on a dû envoyer notre plaque d'immatriculation à l'avance pour passer. Parce qu'on est filmé, ils reconnaissent notre plaque et là on peut entrer. C'est très sécurisé, on ne peut pas rentrer comme ça dans la ville. Nous découvrons une ville quasi déserte, comme tout juste sortie de terre. C'est impressionnant, hein. Tous les appartements sont identiques les uns aux autres. Je vois des bâches, je vois encore des matériaux de construction, donc ça a l'air tout neuf, à peine achevé. Là regarde, c'est tout identique. Alors là, c'est drôle parce qu'on a l'impression d'être dans une petite ville américaine. Tous les pavillons les uns à côté des autres. Bon, quand on regarde tous ces immeubles, toutes ces maisons identiques les unes aux autres, on a un peu l'impression d'être dans un village Potemkin. Et d'ailleurs, même certains éléments de décor, comme ces rochers qu'on voit là, sont en fait de faux en plastique. Est-ce pour nous éviter de tomber sur d'autres rochers en plastique? La mairie a dépêché une attachée de presse pour nous accompagner durant notre tournage. Jérémy. Mais c'est le maire en personne, Alexei Sipash, qui nous fait la visite façon promoteur immobilier. Notre objectif est d'offrir un accompagnement personnalisé pour chaque famille. En fait, c'est un déménagement clé en main. On s'occupe des questions juridiques, économiques et logistiques. Tout est planifié à l'avance et on les aide à s'adapter une fois arrivés. Prix moyen d'une maison ici, 230 000 €. 3 fois plus cher que celle située de l'autre côté de la barrière. Ok, il faut essayer de trouver des gens. On va essayer de parler à ce monsieur avec le chien. Hello. Bonjour. D'où venez-vous? De Moscou. Ah, Moscou. D'accord. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui s'étaient installés ici, à Dobrograd. On est content de vous voir ici. Est-ce qu'il y a des Français ici? Oui, enfin quelques-uns. Pas beaucoup, mais suffisamment. Il y a aussi des Allemands, des Italiens. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de voir des étrangers, des Européens venir s'installer ici, chez vous? Ça me surprend, bien sûr, mais ça me fait plaisir d'une certaine façon. Je réalise que je vis au centre de l'Europe. Mais ce jour-là, le centre de l'Europe paraît bien vide. Mais il y a vraiment des familles qui habitent dans toutes ces maisons qu'on voit là? Oui, toutes ces maisons sont habitées. Actuellement, il y a environ 3000 habitants à Dobrograd. Ils viennent de toute la Russie et de 13 pays étrangers. C'est ce que j'appelle notre grande famille internationale de Dobrograd. Une grande famille, mais où chacun vit sous surveillance. C'est étonnant parce que vous avez installé un checkpoint à l'entrée de la ville. Oui, nos résidents sont très attachés à la sécurité. Nous avons notre propre police privée. Elle s'appuie sur les caméras de surveillance et la reconnaissance faciale. C'est un outil indispensable pour la sécurité de nos résidents, notamment pour les enfants qui peuvent jouer librement. Vous avez des caméras à reconnaissance faciale? Oui, ça fait partie de notre dispositif de sécurité. Les caméras reconnaissent les visages. Chaque résident ou employé de la ville a une application sur son smartphone et on traite toutes les données. Construite pour accueillir 35 000 habitants d'ici 10 ans, Dobrograd ne comptait selon son maire que 19 familles européennes lors de notre tournage. Comment repartir de zéro dans un pays en guerre? Du fantasme à la réalité, le choc est parfois brutal. Comme pour Loïc, le Français originaire de Toulouse. 6 mois après son installation en Russie, il ne parle toujours pas la langue et a même cessé les cours en ligne qu'il prenait à son arrivée. Dans ces conditions, impossible pour cet ancien mécanicien automobile de se faire embaucher dans un garage. Alors il s'essaie à une activité bien différente, le trading en ligne. Le fait du travail, voilà, c'est vrai que c'est un choix sans être un choix.
Il faut savoir que, vu que je ne parle pas russe, je ne peux pas faire un travail comme de la mécanique, de la vente de biens immobiliers. Je ne peux pas faire travailler dans le bâtiment. Donc j'ai repris le trading que j'avais appris à l'époque du Covid et puis je m'y étais intéressé. Et du coup, dès que je suis arrivé ici, je me suis remis au trading, mais vraiment à fond comme j'y étais pendant le Covid. Et pour le moment, je suis rentable. Il affirme gagner 500 € par mois grâce à cette activité. Tout juste de quoi payer son loyer. Après 3 premiers mois passés à faire la fête à Moscou, il ne lui reste quasiment plus d'argent de côté. Les sorties se sont faites plus rares. Elles se limitent désormais aux courses alimentaires, où là encore, la barrière de la langue l'isole du reste de la société. Niet. Ça vous dérange pas de ne pas réussir à vous faire comprendre? Si, mais à force, on va y arriver. C'est pas un choix, c'est une obligation. Passez, vas-y. Loïc veut croire en son rêve russe. Qu'importe la précarité et la guerre. C'est pas dérangeant pour vous de vivre dans un pays où voilà, il y a des panneaux comme ça d'appel à rejoindre l'armée? Pas du tout. Au moins, c'est le jour où moi je voudrais la rejoindre. Je sais, à tout moment, je peux appeler, j'ai un numéro. Vous imaginez combattre un jour sous le drapeau russe? Oui, pourquoi pas? Si c'est un pays qui défend encore mes propres valeurs, oui, je le ferai. En Ukraine? S'il y en a besoin en Ukraine, oui, je le ferai. Sous le drapeau russe. Si c'est un pays qui défend encore mes valeurs à ce moment-là. Derrière son apparente confiance en l'avenir, Loïc mène un quotidien solitaire. Et la plupart de ses proches n'ont pas compris son choix de partir en Russie. Que deviendront ces immigrés idéologiques lorsque la guerre prendra fin? Leur présence sur le sol russe sera-t-elle encore utile à la propagande du Kremlin? Le permis de résidence délivré par Moscou n'est valable que pour une durée limitée, à 3 ans.